je laisse juste 1 ou 2 minutes que vous puissiez vous connecter à l'audio et peut-être couper vos micros pour ceux qui sont dans un environnement au bureau et autres. Bonjour. Bonjour. Bon, en tout cas, ravie de vous voir ce midi. Je pense que ça va arriver un peu au fur et à mesure, mais on va doucement commencer. Elle ne savait pas ce que c'était. C'était super, merci pour les micros. Et du coup, ravie de vous avoir. On a le plaisir d'échanger avec Marie aujourd'hui, qui va nous parler de la santé émotionnelle, notamment dans le cadre des activités professionnelles. Donc Marie, je vais te laisser le soin de te présenter et ainsi que Coestime, ça sera efficace. Eh bien, merci à tous d'être là. Je vais sortir assez rapidement mon PowerPoint, comme ça sera plus facile pour me présenter et pour présenter l'activité de Coestime. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. Voilà. Oui. Voilà. Donc, alors moi, je m'appelle Marie Bourrigan. L'activité Coestime est rattachée à la coopérative Hélicop, qui est basée à Villeurbanne. Et en fait, l'objet, c'est de faire en sorte que chacun soit bien dans son travail. Donc, mon slogan, c'est « Tissons ensemble un nouveau rapport au travail ». Alors, attendez, je vais le mettre. Et donc, je vous donne quelques exemples parce que, en gros, tissons ensemble un nouveau rapport au travail. Je mobilise différents leviers pour que les gens soient bien dans leur travail, c'est-à-dire des leviers collectifs et des leviers individuels. Et donc, sous forme de formation, d'accompagnement, de bilan de compétences, d'accompagnement sur les parcours professionnels. Voilà, donc, les leviers collectifs, ça va plutôt être ce qui concerne la communication, les relations professionnelles, les risques psychosociaux, etc. Et puis, les leviers individuels, je vous en ai parlé, c'est notamment les bilans de compétences. Donc, des exemples de services. Par exemple, je propose des formations en process communication. Donc là, on va plutôt être sur la compréhension de la personnalité, des comportements, et ça va être assez utile en matière de relations professionnelles et de communication interpersonnelle, gestion des conflits, pratiques managériales. Alors en fait, je vous en parle pas longuement maintenant parce que ça va être un peu plus abordé dans le cadre du webinaire, mais des accompagnements avec le bilan Intercalia qui traite la santé émotionnelle au travail avec le concept de flow. Et je propose aussi des bilans de compétences. Voilà, donc ça c'est rapidement pour me présenter. En fait, j'avais prévu ensuite ce que je propose, c'est si vous êtes d'accord, c'est un petit sondage tour d'écran pour vous voir un petit peu, pour faire connaissance et puis voir un peu dans quel état d'esprit vous êtes. Donc, je lance le sondage et puis je vous laisse 2-3 minutes pour y répondre. Du coup, j'ai pas... Je vois qu'il y a 5 personnes dans la salle d'attente. Je ne sais pas si Sarah les voit. Si, ils sont admis. Ah, d'accord. Ok. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Eh ben, je vous remercie pour le sondage. Enfin, je vais peut-être pas. En fait, parce que du coup, il y a 13 participants, tout le monde n'a pas répondu. Enfin, si, je vais encore laisser un petit peu. Oui, juste 1 minute, le temps que les derniers arrivent. Et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant, du coup. Ravie de vous accueillir aujourd'hui. Je pense, Marie, que tu peux continuer. Hein. Voilà. Ça dégage une tendance déjà. Voilà, exactement. Donc, ça tombe bien parce qu'en fait, personne n'est fatigué ou préoccupé. En fait, tout le monde est soit en pleine forme, soit moyennement en forme. Et en plus de ça, il y a une majorité de personnes qui sont en pleine forme. Voilà, et puis vous pouvez voir que, alors en termes de fonction, donc c'est assez équilibré. Alors personne assiste à ce webinaire à titre personnel, bon, c'est toujours un petit peu un mélange personnel-professionnel.
Et puis, le concept de flow, voilà, il y en a quand même une majorité qui ne connaît pas du tout. Vous pouvez penser à couper vos micros. Oui, il y a quelqu'un qui a son micro allumé. Et je ne peux pas. C'est bon. Voilà, alors attendez, du coup, vous voyez toujours mon écran? Oui, Marie. Oui, par contre, moi, la barre, elle me gêne parce que, voilà. Donc, le menu d'aujourd'hui, donc au programme, ce que je vous propose de voir, c'est d'abord l'évolution du rapport au travail. Ensuite, le fait que les données sur la santé mentale au travail sont préoccupantes. Ensuite, nous verrons que les recherches ont montré qu'en fait, c'est au travail qu'on est le plus susceptible d'être heureux. Donc, c'est quand même pas logique que les données sur la santé mentale soient aussi préoccupantes. On parlera ensuite du concept de flow qu'on aura déjà un petit peu introduit et le flow qu'on appelle aussi expérience optimale ou encore bonheur dynamique. Et enfin, un outil qui permet de mesurer la santé émotionnelle au travail et de piloter les RH en se basant sur le concept de flow. Alors d'abord, en matière de rapport au travail, il y a plusieurs baromètres qui sont sortis depuis le début de la crise par Empreinte Humaine et Opinionway qui fait des études sur la santé mentale au travail et son évolution depuis le début de la crise. Et le dernier est paru récemment et voilà ce qu'il indique. Alors, je vais passer un petit peu vite parce que je vous dirai après les conclusions, puis on les voit ensemble, mais on voit déjà que l'importance du travail dans la vie est bien moindre en 2022 qu'en 1999. Elle passe de 70%, enfin, il y a 70% des personnes interrogées qui estimaient que c'était important ou très important en 1999 et 19% en 2022. Autre élément intéressant, pour développer pleinement ses capacités, il faut avoir un travail. Donc là, on passe de 75% de personnes qui étaient d'accord avec cette phrase à 40%. En matière de critères, importance donnée aux possibilités de concilier travail et vie familiale, là, il y a une augmentation sensible de 26,8% à 47%. Et l'utilité à la société, elle est stable, elle avait évolué progressivement, mais elle est stable, même si on verra plus tard qu'en fait, il y a la question de sens et de cohérence avec les valeurs qui importent désormais beaucoup. Alors, l'importance accordée à la sécurité de l'emploi, elle a sensiblement diminué en 20 ans, parce qu'aujourd'hui, elle n'est plus que de 29%. Le critère des possibilités de promotion, il a diminué aussi, de même que l'importance donnée au fait de prendre des initiatives. Alors, je suis passée un petit peu vite, mais ce qu'il faut retenir de tout ça, enfin, ce que je vous propose de retenir de tout ça en matière de rapport au travail, c'est que le travail est moins central, qu'on peut développer ses capacités ailleurs qu'au travail, que la conciliation vie familiale et travail devient importante, alors que la sécurité, les possibilités de promotion et la prise d'initiative perdent de leur importance. Au niveau des jeunes, on s'aperçoit que l'intérêt pour le poste, alors là c'est une autre enquête, hein, c'est fourni, c'est une infographie, c'est marqué les sources, le baromètre talent par BCG, et puis plusieurs autres analyses qui ont été compilées. L'intérêt du poste arrive en première place et le fait qu'il soit stimulant pour les 18-24 ans. À 91%, pour 91% d'entre eux, c'est le premier critère. Après, l'ambiance et le bien-être au travail, l'accord avec les valeurs, je cite que les 3 premières. On voit aussi qu'on travaille par passion et que la quête de sens est très importante. Alors après, pour le respect de l'environnement et puis les autres priorités, on est moins dans notre sujet aujourd'hui, mais c'était intéressant de le noter tout à fait, de le noter également. Alors là, ce que je vous propose de retenir, c'est donc le sens, l'intérêt du poste et son caractère stimulant, l'ambiance et le bien-être au travail et les valeurs. Pourquoi j'introduis avec ce nouveau rapport au travail? Parce que, en fait, on s'aperçoit que le travail n'a plus pour fonction de subvenir à ses besoins essentiels, mais qu'il doit favoriser le bonheur. Et ceci, on le verra plus particulièrement quand on étudiera les composantes du bonheur. On voit que finalement, il y a les mêmes, ça se rapproche. Il y a une cohérence entre les composantes du bonheur telles qu'elles avaient été définies par Seligman et puis les critères qui sont cités comme étant importants pour le choix d'un travail.
Donc, voilà, c'est important de le noter. Alors, malgré le fait que, comme on le verra plus tard, le travail est censé nous rendre plus facilement heureux que les loisirs, la santé mentale au travail, les données sur la santé mentale au travail sont alarmantes. Alors là, je pense que tout le monde est au courant, mais c'est vrai que ça fait du bien de les revoir. Ça fait du bien ou du mal d'ailleurs. La santé mentale au travail, d'abord, c'est une préoccupation qui ne date pas d'aujourd'hui. Les risques psychosociaux ont pour origine, en fait, en 1999, alors à l'époque, on ne parlait pas encore de risques psychosociaux, on parlait plutôt de harcèlement moral. On est parti de ça, c'était la première préoccupation. C'était suite à un ouvrage d'un psychiatre qui définissait le harcèlement moral, mais là c'était en dehors du cadre professionnel. Et là, on était dans ce qu'on appelle la prévention tertiaire, c'est-à-dire la réparation. Ensuite, en 2008, avec la crise sociale chez France Télécom, on a parlé beaucoup de la notion du stress au travail. Et c'est aussi cette année, en 2008, qu'est paru le rapport Nass-Leigeron, qui a fourni une quarantaine d'indicateurs qui permettaient de mesurer le stress au travail et puis ce qu'on verra plus tard, les risques psychosociaux. Là, on commence à être dans la prévention secondaire, c'est-à-dire le stress, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs, et il était important de former sur la gestion du stress, etc. Donc, il y a pas mal de formations qui ont vu le jour à l'époque. En 2010, on a commencé à développer une approche par les risques. Et là, on s'est mis à mobiliser les outils de prévention, donc le CHSCT, la déclaration unique, la médecine du travail, et on est entré dans ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire un travail sur les causes, les risques. Malgré tout, il y avait quand même des inconvénients à cette approche, et qu'on avait une vision négative du travail, parce que justement, on pointait tout ce qui était négatif ou potentiellement négatif dans le travail, et donc plus tard, on a développé progressivement les facteurs, on s'est intéressé davantage aux facteurs d'épanouissement et à la qualité de vie au travail. Et on peut citer l'accord national interprofessionnel de 2013 qui définissait la qualité de vie au travail, et la loi Rebsamen qui, entre autres, intégrait dans les négociations annuelles obligatoires la notion de qualité de vie au travail. Et plus récemment, en 2020 puis 2021, on a mis l'accent sur l'importance de la prévention, et puis le plan de santé au travail qui vient de paraître, qui est paru il y a quelques mois, définit des objectifs opérationnels, pilotage de la santé au travail, et puis cherche à impliquer les différents acteurs et à mettre en place une plus grande concertation entre eux. Voilà pour les risques psychosociaux et leur origine. Donc, je vous donne ici les 4 familles de facteurs sources de risques psychosociaux qu'on mettra en parallèle avec les composantes du bonheur, parce que ça, c'est intéressant pour notre webinaire d'aujourd'hui. Les 4 familles facteurs sources de risques psychosociaux. Tout d'abord, les conditions d'emploi. Ensuite, le contexte et le contenu du travail. Alors, les conditions d'emploi, ça va être précarité, sécurité de l'emploi, etc. Le contexte et le contenu du travail, ça va plutôt être l'éventuelle surcharge de travail, les sous-effectifs, etc. Et puis, le contenu du travail, les activités, le métier exercé, les relations professionnelles, bien entendu, et puis l'organisation. Et donc, ces facteurs sources de risques psychosociaux, ils ont des effets, et il y a 3 grandes catégories de risques. Le stress au travail, le harcèlement moral ou sexuel, et les formes de violence physique ou mentale. Alors, les données sur la santé au travail aujourd'hui, qui sont fournies par le baromètre empreinte humaine toujours, font apparaître les éléments suivants. Là, il y a beaucoup de chiffres, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a quand même 41% des salariés français qui sont en détresse psychologique. Donc ça, c'est une étude qui a été faite de janvier à février 2022, et qu'on a toujours 2,5 millions burn-out sévères et 6 millions burn-out tout court.
Donc, voilà, les burn-out, c'est des symptômes de dépression, d'anxiété, voilà, bon, beaucoup d'épuisement professionnel, et c'est un phénomène durable qui, s'il s'aggrave, peut générer des problèmes plus graves, voire des troubles mentaux, des troubles psychiques durables. Donc voilà, c'est vrai que la donnée. Alors, et puis bon, pour la fonction RH, donc vous êtes bien placé pour le savoir, est particulièrement exposée parce qu'avec la gestion de la crise à laquelle il a fallu faire face, gérer les changements, gérer la détresse psychologique des salariés, etc., favoriser le lien, trouver de nouvelles manières de fonctionner, ça a été compliqué à mettre en place, et du coup c'est vrai que la fonction RH est particulièrement exposée aux problèmes de santé mentale au travail. Alors en matière de conséquences économiques, donc bien entendu, on a des cotisations sociales qui sont plus élevées. On voit que les troubles psychologiques, l'épuisement et le burn-out représentent la deuxième cause d'arrêt de travail hors arrêt Covid. On est sur une étude du premier semestre 2021, je n'ai malheureusement pas plus récent, mais voilà, donc si on exclut les troubles psychologiques pour cause personnelle, on est quand même à 14% des arrêts de travail dus à des troubles psychologiques pour cause professionnelle. Alors, on a d'autres coûts indirects, tous les coûts de réorganisation, de remplacement, engagement, motivation, résultat performance, satisfaction client, vous êtes bien placé pour le savoir. Et puis des coûts en santé, donc en 2019 déjà, alors que ça a augmenté depuis, les problèmes de santé mentale au travail, les risques psychosociaux étaient le deuxième poste de dépense de l'assurance maladie après les hospitalisations ponctuelles. Voilà, voilà. Et sur les items de performance de l'entreprise, alors là, je vous propose une étude Malakoff-Humanis qui est faite tous les ans depuis 12 ans. Là, on voit que l'engagement le niveau d'engagement n'est pas le même quand on a un état psychologique dégradé, qu'on est moins content de venir au travail, qu'on vient, on fait du présentéisme, c'est-à-dire qu'en fait, on vient alors que notre état aurait justifié un arrêt. Et ben, pour l'image de l'entreprise, la satisfaction du travail, les baisses de vigilance, ça a aussi des impacts importants. Voilà, donc ce qu'on peut retenir, c'est ça, c'est que la santé mentale a un impact sur l'engagement, un impact sur le plaisir au travail, la qualité du travail, l'image de l'entreprise et la fidélisation. Voilà, c'était un petit peu une première... la santé mentale au travail et le rapport au travail, c'était un petit peu une introduction. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Je suis passée un peu vite parce que c'était pour donner des éléments de contexte. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a quelqu'un qui a levé la main. Oui, bonjour Marie, c'est Estelle. Ah, bonjour. Oui, alors j'ai une question, mais je vois que certainement tu annonces que la réponse va suivre. J'ai loupé les 5 premières minutes, mais je suis arrivée à un moment donné où tu disais, peut-être je ne vais pas donner les bons propos, tu disais qu'il était peut-être plus facile de trouver le bonheur au travail que dans ses loisirs. Oui, mais ça, je vais y venir. Tu viens. Ok, parfait. Eh ben, écoute, je te laisse continuer. Merci beaucoup. De rien. Mais s'il y a d'autres questions... Il n'y avait pas d'autres questions, Marie, sur le chat. D'accord. Tu peux y aller. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un petit sondage quand même, là, un nouveau petit sondage, pour voir justement, pour étudier, voilà, si vous pensez au cours des 7 derniers jours, à un moment de pleine satisfaction, voilà. Est-ce que vous en avez vécu un au cours des 6 derniers jours? C'est peut-être 7 derniers jours, c'est peut-être même pas le cas. Et puis dans quel cadre c'était? Bon, c'est assez équilibré. En fait, il y en a plus dans les loisirs aujourd'hui. Alors, ça s'explique peut-être par plusieurs facteurs, mais
Je vois que tout le monde ne répond pas. Il n'y a pas de réponse supplémentaire depuis quelque temps, donc je vous propose de mettre fin au sondage. Voilà, donc bon, ce qui est quand même bien, c'est que 92% d'entre vous ont vécu effectivement un moment de pleine satisfaction au travail. Et bon, alors la majeure partie dans les loisirs. Une personne a dit qu'elle ne savait pas. Voilà, alors ce que je voulais vous partager en fait au sujet du travail comme source de bonheur, eh bien, je vous ai annoncé tout à l'heure que j'allais parler des composantes du bonheur. Seligman, en 2004 puis en 2013, parce qu'après il les a enrichis, ça, le modèle PERMA est plutôt de 2013, a défini les composantes du bonheur. Alors, le modèle PERMA, c'est les termes anglais. Les composantes du bonheur sont les suivantes: le plaisir, les accomplissements, l'engagement, le fait de donner un sens à sa vie et les relations positives. Le M, c'est meaning en anglais. Voilà, donc c'est alors bon, ressentir du plaisir, des accomplissements, c'est-à-dire avoir le sentiment d'avoir réalisé quelque chose et de le voir aboutir. S'engager, c'est s'engager dans des activités qui procurent un bien-être, et là on est pas mal sur le concept de flow qu'on reverra tout à l'heure. Le fait de donner un sens à sa vie, on pourra éventuellement le revoir aussi en le mettant en comparaison avec ce qu'on affirme comme étant une priorité dorénavant au travail, c'est le fait de trouver du sens dans son travail, et puis les relations positives. Si je vous remets les composantes du bonheur en face, les sources de risques psychosociaux en face. Donc, je vous ai cité des sources de risques psychosociaux, 4 familles: le contexte et le contenu du travail, les relations professionnelles, les conditions d'emploi et l'organisation. Et donc là, on voit bien que même si parfois, quand on parle de bonheur au travail, ben certains disent oui, c'est une vraie utopie, c'est n'importe quoi, voilà. En fait, les risques psychosociaux, on se dit ben c'est des obligations réglementaires qui nous barbent, et le bonheur au travail, ben on est trop utopiste. Mais en fait, il y a un vrai lien entre les deux. Plus précisément, moi je dirais volontiers que le plaisir, les accomplissements, l'engagement et le sens à la vie, on peut le retrouver dans les activités, et ça peut être en lien avec le contexte et le contenu du travail. Les relations positives, on peut mettre ça en lien avec les relations professionnelles, donc ça peut être les relations avec ses collègues, les relations avec ses clients, les relations avec la hiérarchie, donc beaucoup de types de relations, pardon. Et puis, on pourrait dire aussi, alors pour ce qui concerne les conditions d'emploi et l'organisation, ça, on ne va pas l'exclure, c'est moins le sujet aujourd'hui, mais c'est vrai qu'en fait, quand on parle du sens des relations qui sont attendues et qui sont moindres et qui posent plus de problèmes quand on travaille en digital ou en télétravail, la notion d'équilibre pro-perso, voilà, ça fait partie de ces deux autres familles sources de risques psychosociaux. Donc, vous voyez bien qu'il y a un lien entre les composantes du bonheur définies par Seligman et les sources de risques psychosociaux. Et les activités, quand on voit que les activités permettent, alors c'est un petit peu théorique, hein, c'est une proposition que je vous fais, mais les activités peuvent répondre à 4 des composantes du bonheur. C'est intéressant de s'y intéresser, et c'est pourquoi je vous propose ce webinaire aujourd'hui, parce que en fait les activités peuvent contribuer à favoriser notre bonheur au travail, notre épanouissement au travail, et donc une meilleure santé au travail. Ensuite, toujours à propos du bonheur, en fait, les recherches ont montré qu'on en avait une conception erronée. Quand vous cherchez sur Internet bonheur et que vous regardez les images, vous avez des gens qui font rien, qui ouvrent les bras, qui sont étendus, enfin, c'est statique. Voilà. Et en fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Les recherches ont montré que l'activité n'arrivait pas au repos, mais lors d'un effort volontaire en vue de réaliser quelque chose de difficile et d'important. Et donc là, il y a la notion d'engagement et d'intention.
Et dans le cadre des recherches que Csikszentmihalyi, dont je vous parlerai tout à l'heure, puisque c'est lui qui est à l'origine du flow, dans le cadre de ces recherches, les recherches qu'il a menées, il a montré que 54% des expériences optimales, donc ce qu'on appelle le flow, étaient vécues au travail contre 18% dans les loisirs. Bon, alors, après, ça s'est vérifié et puis ça peut s'expliquer quand vous verrez quelles sont les caractéristiques du flow, c'est assez compréhensible, mais il a aussi mis en évidence, et c'est pas le seul, que c'est le week-end qu'on a davantage de troubles psychiques, qu'on a davantage de maladies, de troubles, voilà. Donc il y a beaucoup de problèmes qui surviennent en temps de repos et moins en temps de travail. Donc voilà, la notion d'engagement, d'intention et le fait d'être actif sont quand même des sources intéressantes pour favoriser, des facteurs intéressants pour favoriser le bonheur. Autre conception erronée, le bonheur ne provient pas des conditions externes, mais de la façon dont elles sont interprétées. Alors, vous avez peut-être entendu parler, par exemple, de Viktor Frankl, qui est à l'origine de la logothérapie et qui était en camp de concentration et qui a réussi à vivre des moments de satisfaction tout en étant en camp de concentration. Donc, il y a des cas extrêmes. Il y a même des personnes, beaucoup de personnes qui, après avoir subi un choc qui les a rendus handicapés, qui a induit un handicap à vie, qui disent être plus heureuses depuis parce qu'elles se sont fixées de nouveaux défis et elles se sont engagées dans d'autres activités adaptées à leur situation. Voilà. Donc ça, il y a plusieurs cas qui sont racontés et qui montrent qu'en fait, la façon dont sont interprétées les conditions externes compte pour le bonheur. En matière de bonheur matériel, il a été montré que le bonheur n'augmentait pas avec le PIB et pour ce qui concerne les revenus, au-delà d'un certain seuil, alors là je vous ai cité une parmi plusieurs études qui ont été réalisées, au-delà d'un certain seuil, le revenu annuel n'augmente pas le bonheur. Voilà, donc là c'est dans 164, une étude qui a été faite auprès de 164 pays. Il y a une autre étude qui s'était intéressée, parce que comme il y a une disparité de coût de la vie, une autre étude qui s'était intéressée aux 20 pays les plus riches. Là on était sur un montant un peu plus élevé, mais le principe est là, c'est qu'au-delà d'un certain seuil, augmenter ses revenus ne procure pas plus de bonheur. Voilà, donc voilà, il a clairement été montré que c'était en activité, en tout cas, alors peut-être pas au travail, mais en activité qu'on était le plus épanoui, et souvent en activité, c'est au travail. Voilà, et donc on en arrive au concept de flow qu'on appelle aussi expérience optimale. Marie, est-ce que je peux t'interrompre 2 secondes? Il y avait une question pour toi, de savoir est-ce que le flow a un lien avec la notion de fluidité introduite par Daniel Goleman? Oui, il y a un lien, oui. Il y a un lien. Je m'en trouverais qu'il y a beaucoup de recherches, il y a énormément de recherches qui ont été faites sur le flow. Elles se recoupent, elles se précèdent, elles reviennent en arrière. Enfin, voilà. Je vous montrerai, il y a énormément de recherches sur le flow, mais celui qui en est à l'origine, c'est quand même Mihaly Csikszentmihalyi. Donc Mihaly Csikszentmihalyi, c'est un psychologue hongrois. Alors il est hongrois, mais il a passé la plus grande partie de sa vie aux États-Unis, et lui, il a décrit le flow lorsqu'il s'est interrogé sur ce qui faisait que la vie méritait d'être vécue. Et le concept de flow, il l'a décrit en 1975 dans son livre Beyond Boredom and Anxiety, donc au-delà de l'ennui et de l'anxiété. Et plus tard, il en a défini les caractéristiques. Alors, lui-même a fait plusieurs recherches après, pendant plusieurs années. Il est décédé il y a quelques mois, Csikszentmihalyi. Donc, il s'est intéressé à ce qui faisait que la vie méritait d'être vécue, et il a en particulier observé, dans le cadre de ses recherches, au départ, il a observé les sportifs de haut niveau et les artistes de haut niveau qui étaient très concentrés, qui fournissaient des efforts, mais sans en souffrir, entre guillemets, qui étaient très satisfaits et qui progressaient, qui développaient de nouvelles compétences. Voilà. Donc, ils étaient dans un sentiment, ils vivaient une expérience optimale, tout en développant des compétences et en étant productifs, efficaces et voilà, donc il s'est intéressé à eux, puis après, il a élargi ses recherches auprès de plus de 16 000 personnes à travers le monde, et parmi ces personnes, il y avait des bergers, des religieuses, des industriels,
vraiment tout type de profession, toute classe sociale confondue, toute culture confondue, vraiment partout dans le monde. Et partout, le flow a été décrit de la même manière. Enfin, à chaque fois que les personnes, avec la méthode, je ne l'ai pas citée, de l'échantillonnage de l'expérience vécue, relater une expérience optimale, c'était toujours de la même manière. Cette méthode de l'échantillonnage de l'expérience vécue, elle consiste à émettre un bip de manière aléatoire, et les volontaires, quand les volontaires reçoivent ce bip, ils doivent préciser quelles étaient leurs activités, leurs pensées et leurs émotions. Et voilà, donc c'est à partir de cette méthode-là, c'est grâce à cette méthode-là que les recherches de Csikszentmihalyi ont pu aboutir. Et donc là, voilà, la principale étude, c'est celle-ci, mais en fait, je vous disais que le flow avait fait encore l'objet de très nombreuses recherches. Récemment, il y a une publication qui est sortie sur l'état de la recherche sur le flow par le réseau européen des chercheurs du flow, qui est un réseau qui se réunit annuellement, et ils ont identifié, alors ils n'ont pris au départ que les études en anglais. Ils en ont trouvé 250. Ils ont trouvé 257 publications. Ils ont extrait celles qui ne contenaient pas de données originales. Après, ils en ont ajouté d'autres, qui leur paraissaient pertinentes. Ils en ont retenu 199 pour la période de 2000 à 2016. L'étude vient de sortir, mais le temps qu'ils travaillent sur la compilation vient de sortir, mais le temps qu'ils travaillent sur toutes les études de la période, bien sûr, a été long. Et ça donne un cadre. Cette compilation, elle est intéressante parce que du coup, elle relate un petit peu les différentes thématiques des études et puis elle propose des manières de procéder pour l'avenir, notamment sur des questions de causalité du flow, etc. Voilà. Et puis, qui recommande bien sûr des études longitudinales parce que selon les périodes, les choses peuvent évoluer. Alors, il y a des études qui sont publiées sur les facteurs individuels du flow. Elles s'intéressent à la personnalité, à la motivation, à la physiologie, à l'émotion, cognition et comportement. Donc là, on rentre vraiment dans du détail. Il ne faut pas aborder ça en une heure, bien entendu. Mais elles s'intéressent aussi aux facteurs contextuels et culturel. Voilà, donc le flow, on en entend vraiment beaucoup parler et en fait, il y a plusieurs définitions, plusieurs caractéristiques, on peut citer plein de noms, enfin, vraiment, il y a une infinité de choses qui paraissent sur le flow. Ce que je vous propose, c'est de vous mettre exactement la définition de consensus qui a été retenue par le réseau européen des chercheurs du flow en 2014, et on y reviendra plus particulièrement, parce qu'en fait, il y a une liste de caractéristiques qui sont intéressantes à retenir concernant cet état de flow. Donc, je vous lis la définition telle qu'elle a été écrite. Il s'agit d'un état d'épanouissement lié à une profonde implication, au sentiment d'absorption, et que les personnes ressentent lorsqu'elles sont confrontées à des tâches, donc là vous voyez qu'on est en activité, dont les exigences sont élevées et qu'elles perçoivent que leurs compétences leur permettent de relever ces défis. Le flow est décrit comme une expérience optimale au cours de laquelle les personnes sont profondément motivées à persister dans leurs activités. Donc ça, c'est la définition de consensus retenue par le réseau. Et puis, parallèlement, il y a de nombreux travaux qui ont mis en évidence le fait que voilà, le flow avait beaucoup de bénéfices et de répercussions intéressantes en matière de développement de compétences, évolution de soi. Voilà. Donc, on reverra les intérêts du flow plus tard. Voilà. Donc ça, c'est la définition de consensus retenue par le réseau européen des chercheurs du flow. Vous en lirez d'autres et vous lirez d'autres caractéristiques, prérequis et caractéristiques. Moi, je vais vous en lister 9 ici. Alors, Csikszentmihalyi avait défini le flow en 1975 et en 1990, il en a listé les caractéristiques. Ensuite, en 2002 puis en 2012, il y a eu et là-dessus, tout le monde ne s'accorde pas forcément, mais il y a des prérequis qui ont été identifiés et des caractéristiques, c'est-à-dire des choses qui sont nécessaires pour aller vers le flow, pour vivre cette expérience optimale, et puis des choses qu'on observe lorsqu'on est dans cette expérience optimale. Alors, on a tout d'abord la notion, le défi et l'habileté. Là, ça veut dire qu'on entend par là que le défi, c'est une tâche qui nous intéresse et qui présente un certain niveau de difficulté.
Donc voilà. Mais ce niveau de difficulté doit être en cohérence avec notre niveau de compétence. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit trop difficile ni trop facile. Donc il y a la notion d'équilibre entre défi et habileté, et il est intéressant quand même de préciser que ce n'est pas seulement la difficulté, mais dans le défi, il y a aussi l'intérêt. Voilà. Deuxième caractéristique, le fait d'avoir une cible claire, c'est-à-dire de savoir où on va. Le fait d'avoir une rétroaction immédiate, plus précisément, d'être en mesure, pas à pas, de savoir qu'on avance dans la bonne direction. Alors, il y a différentes formes de rétroaction et on n'est pas tous sensibles au même type de rétroaction, mais en tout cas, qu'on sache qu'on est sur la bonne voie. Après, quand on est dans le flow, on est particulièrement concentré et il y a une absence de distraction. On a le sentiment de contrôler l'action, ou plutôt on n'a pas peur de perdre le contrôle. Dans les activités qui sont risquées ou dangereuses, quand on parle de contrôle, on va plutôt dire qu'en fait on réduit la marge d'erreur ou on réduit le risque. Et ce qui nous plaît, c'est pas le côté dangereux, mais c'est de faire en sorte de minimiser le risque, de minimiser la marge d'erreur. Et c'est en ça qu'on peut parler de sentiment de contrôle. Alors là, ce sont des caractéristiques qui ont été ajoutées après, c'est pour ça que je les ai pas mises en gras, mais peu importe. Donc là, il y a la notion de motivation intrinsèque et non plus extrinsèque. C'est-à-dire que donc, des activités, on va parler d'activités autotéliques, ce sont des activités qui nous intéressent pour elles-mêmes. On ne peut pas parler de flow pour une personne qui fait de la compétition sportive, mais qui n'est intéressée que parce qu'il veut remporter la coupe. En fait, il ne sera pas dans le flow s'il n'apprécie pas l'activité, en l'occurrence ici le sport, pour lui-même. Donc ça, c'est la notion de motivation intrinsèque. Et ça, c'est fondamental aussi. On a aussi un sentiment de fusion de l'activité avec la conscience. On est complètement dedans. Et une perte de conscience de soi. Alors là, il y a un petit paradoxe. Quand on dit perte de conscience de soi, c'est plutôt... on n'est pas préoccupé par le soi, comme on l'est dans la vie quotidienne. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Qu'est-ce qu'on pense de moi? Et on a aussi, et on s'éloigne, dans le cadre du flow, on s'éloigne aussi de la représentation du soi qu'on a tous les jours. J'aime faire ça, j'aime faire ça, je sais faire ça, je sais pas faire ça, je suis ceci, je suis cela. Voilà. Donc ça, c'est notre représentation du soi. On l'oublie pendant qu'on est dans le flow. En revanche, et ça c'est intéressant, et c'est pour ça qu'on parle d'un paradoxe, après avoir vécu une expérience optimale, on constate que notre soi a évolué. Et donc, on a une autre perception de notre soi. Donc voilà, c'est pendant qu'on est dedans qu'on a une perte de conscience du soi. Et on a une perception altérée du temps. Donc, en fonction des activités, parfois le temps nous semble plus long, parfois il nous semble plus court. Voilà. Et donc, parmi ces activités, certaines sont des prérequis. Donc, défi et habileté, on y reviendra, c'est vraiment la condition principale. Et c'est pour ça, notamment, que les activités sont quand même bien plus susceptibles que l'inactivité de générer du flow. Et d'ailleurs, j'ai parlé des loisirs, mais en fait, peut-être que j'aurais pu vous demander loisirs passifs et loisirs actifs tout à l'heure dans le sondage, ça aurait été plus juste, parce que dans les loisirs actifs ou dans les engagements associatifs ou autres, on est à la tâche, et c'est là qu'on du coup on peut plutôt être plus facilement, quand on fait quelque chose, on peut plus facilement être dans le flow. Donc les prérequis, j'y reviens. Donc défi et habileté, donc le prérequis numéro 1, et le fait d'avoir une cible claire et une rétroaction immédiate. Ça, c'est intéressant d'en tenir compte dans le cadre du travail, et c'est de plus en plus souvent réclamé. Savoir où on va, l'utilité de notre travail dans la chaîne de valeur. Et puis, rétroaction immédiate. En fait, rétroaction immédiate, ça peut être soi-même. On voit que ce qu'on fait sert pour le collectif, que ça a une utilité, qu'on avance. Et puis, il y a la rétroaction qui est bien entendu fournie par la hiérarchie, par le manager ou par les ressources humaines ou autres. Voilà. Donc, voire par les clients, etc. Et les autres caractéristiques, sont des choses qu'on observe une fois qu'on est dans le flow. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Oui, il y a quelqu'un. Je vois qu'Adeline a levé la main. Oui, pardon, excuse-moi, j'avais mon micro qui ne marchait pas. Oui, moi, j'ai
J'ai un problème avec perte de conscience de soi. Pour moi, quand tu dis ça, ça veut juste, pour moi, ça veut dire que les gens, en fait, ils lâchent leur mental, quoi. Oui, Parce que c'est ça. oui, Oui, on peut dire ça comme ça. de soi, c'est un peu bizarre et je me dis, en fait, ils sont vraiment ancrés dans le moment présent, quoi. Ils sont dans le moment présent, ils sont pas ailleurs, quoi. Ils sont là, quoi. Voilà, ils sont là. En fait, c'est vraiment le soi, c'est la représentation du soi qu'on a habituellement. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des éléments, quand on parle de soi et qu'on se présente, on a une image de soi donnée, et là, celle-ci, on l'oublie complètement. Ça va en lien avec la fusion, enfin, avec le point 7, qui est la fusion de l'activité avec la conscience. D'accord. Ouais, on n'est pas dans les gens sont plus dans le mental, quoi. Voilà, Okay. c'est ça. Okay. Et alors là, je vous propose un autre sondage parce que ça va être intéressant dans le cadre du travail de se demander qu'est-ce qu'on peut favoriser de manière volontaire et qu'est-ce qui va être obtenu une fois qu'on est dans une activité bien identifiée parce qu'elle peut nous procurer du flow. Donc, je vais vous lancer un autre petit sondage pour connaître votre avis. Voilà. Donc, parmi les prérequis et caractéristiques du flow, à votre avis, lesquels peuvent être favorisés de manière volontaire? On pourra en débattre si vous voulez. Moi, je vais m'arrêter là parce que je vois le temps passer. Donc là, c'était un petit peu, ça vaut le coup de réfléchir à la question parce que en fait, dans le monde du travail et en tant que RH, ça peut être pas mal de s'y intéresser et de voir quelles conditions on peut, en RH ou manager, de voir un petit peu ce qu'on peut mettre en place. Là, bon, vous avez tout cité. Alors, en réalité, il y a des débats sur le sujet. Il y a des débats, mais ce qui est proposé... Oula. Ah oui, pardon. Voilà. Ce qui est proposé, c'est de jouer sur les 6 premiers éléments qui sont le défi et l'habileté, le fait d'avoir une cible claire, une rétroaction immédiate. Donc là, on en a longuement parlé. La concentration et l'absence de distraction, ça va être couper son portable, des choses comme ça. Le contrôle, de se mettre en condition. Le contrôle de l'action, je vous ai parlé de la réduction des risques, de la marge d'erreur, enfin, se donner toutes les chances de pouvoir faire face à l'imprévu, en tout cas dans le cadre de l'activité. Et la motivation intrinsèque, ça va être le choix des activités les activités qu'on va pratiquer. Parce qu'en fait, il y a des activités pour chacun. On a des activités qui nous plaisent, qui nous intéressent plus que d'autres. Voilà, donc je vous ai parlé du fait que le flow avait plusieurs bénéfices. Il a été observé qu'une personne en état de flow avait confiance en elle, qu'elle était plus persévérante, qu'elle développait une meilleure résistance au stress, qu'elle était motivée par l'activité elle-même, donc on a parlé de la motivation intrinsèque, qu'elle éprouvait du plaisir dans son travail, qu'elle était créative et performante et qu'elle se développait de manière optimale. Donc, c'est très intéressant. Cet état de flow, ça veut dire qu'il répond à la fois aux intérêts de la personne concernée et puis de l'organisation qui l'emploie. Alors, pour mesurer le flow, il y a un outil qui est intéressant, c'est la boussole émotionnelle. La boussole émotionnelle, elle est représentée de la manière suivante. On a
un axe des abscisses qui indique le niveau de compétence perçu, parce qu'on est dans un niveau perçu, et un niveau et des ordonnées qui portent sur le challenge. Donc là, on a l'intérêt et la difficulté, ou l'intérêt et le défi. C'est important d'avoir les deux. Et quand on est dans le flow, on est à un niveau de difficulté plutôt élevé par rapport à ce qu'on perçoit de soi, et puis et un niveau de compétence plutôt élevé. Enfin, il faut qu'il y ait quand même un certain niveau de difficulté pour avoir le flow. Et puis après, on a toute une palette d'autres états émotionnels allant de l'excitation à la maîtrise en passant par l'indifférence, qui est l'exact opposé du flow. Et puisqu'on parle beaucoup de burn-out en ce moment et qu'il y en a vraiment beaucoup, on peut dire que la zone de risque, elle est là. Sur cette partie-là, on a l'excitation. Si on est trop dans l'excitation, on est dans une zone de risque qui porte sur le burn-out. Pourquoi? Parce que en positif, le niveau d'intérêt, ça va être qu'on trouve du sens dans ce qu'on fait, qu'on est intrinsèquement motivé, et en négatif, on est surengagé, on se désintéresse aux autres. Alors, il y a beaucoup d'autres facteurs, le burn-out, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et le deuxième item, c'est le défi ou la difficulté. Donc là, il y a un stress positif et un développement de compétences au niveau positif de la difficulté et du défi, et au niveau négatif, du stress négatif, de la perte de confiance en soi, etc. Donc là, dans cette partie-là de la boussole, il y a une zone de risque qui est le burn-out, et là, on a une autre zone de risque qui est le bore-out. Donc voilà, c'est intéressant. Cette boussole, elle est intéressante. Vous voyez que, et en plus, elle peut servir de guide pour aller vers le flow. Si on est dans l'excitation, on peut être dans l'excitation, c'est juste ne pas y être trop souvent, mais si on est trop souvent dans l'excitation, mais que c'est une activité qui nous plaît, eh bien, on aurait intérêt à gagner en compétences pour pouvoir la pratiquer avec plus de plaisir, être plus dans le flow. Si on est dans la maîtrise ou l'ennui, là, il faudrait plutôt qu'on soit davantage challengé, on ait des tâches plus difficiles. Et voilà. Et en revanche, ce qui est dans la zone grise, ce serait plutôt des activités qu'il faudrait déléguer ou en tout cas abandonner, si c'est possible. Mais voilà, c'est un petit peu la boussole, c'est un outil intéressant pour mesurer notre rapport aux activités et notre santé émotionnelle au travail. Alors, donc là, je vais vous parler du bilan Intercalia, qui est un outil qui repose sur cette boussole et qui repose sur le concept de flow et qui mesure le rapport au travail. Tout d'abord en termes de satisfaction globale. Donc la satisfaction au travail, elle repose sur plusieurs indicateurs. Alors on va mesurer le niveau global de satisfaction. Ensuite, le niveau d'implication. Alors plutôt implication, non pas conscience professionnelle, mais cœur à l'ouvrage. Donc là, on a du cœur à l'ouvrage, si on a des défis à relever, si on est motivé, intéressé, si on ressent du plaisir. Et la satisfaction au travail, elle repose aussi sur le niveau de qualification, c'est-à-dire comment dans mon environnement, je me sens qualifié. Je sens que je maîtrise mes activités, que je suis capable de réussir et que je suis suffisamment compétent. Donc ça, c'est ce qui permet de mesurer le degré de satisfaction au travail d'un point de vue global. Ensuite, on va mesurer les états émotionnels qui sont générés par les activités exercées. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mobiliser ses compétences, d'exercer les activités qu'on a envie d'exercer, d'être suffisamment challengé. Et pour ça, on va s'intéresser à 18 compétences non techniques qui ont été identifiées par des chercheurs de l'université de Sherbrooke au Canada. Qui sont donc des compétences non techniques, qui sont des compétences reliées, donc qui sont personnelles, c'est-à-dire qu'elles relèvent du développement personnel et puis qu'on les développe avec l'expérience. Elles ne sont pas liées à des professions en particulier, mais elles sont complètement transversales. Elles s'appliquent à toutes les professions et elles sont génératrices, c'est-à-dire qu'en fait, elles permettent de développer des compétences techniques. Ce sont des compétences comme exercer son leadership, faire des recherches sur des sujets spécifiques, travailler avec des outils, aider autrui. Voilà, donc c'est ce genre de compétences qu'on peut appliquer un peu dans toutes les professions. Parmi ces activités, certaines correspondent à nos compétences clés, qui sont des compétences qui nous intéressent et pour lesquelles on est compétent. Et donc là, c'est important de les mobiliser le plus souvent possible. On a des motivations primaires qui sont les activités qui contribuent à notre réussite professionnelle, dont certaines sont des compétences clés. Donc là, soit elles nous intéressent, soit on est compétent. Et puis, on a des activités qui génèrent des émotions négatives.
d'autres qui sont sources de pression ou de frustration. Et c'est ça que va mesurer le bilan Intercalia, qui va aussi donner un plan d'action avec tous les leviers pour aller vers le flow. Donc là, je vous donne un exemple de bilan individuel. On a ici comme état émotionnel dominant la maîtrise et l'ennui. Donc, bien entendu, on n'est pas sur une situation professionnelle satisfaisante. Et là, a priori, il y a un manque de challenge et donc là, il y a des choses à trouver dans ce sens-là. Plus précisément, donc cette boussole-là, elle découle d'un questionnaire sur le niveau global de satisfaction au travail, avec les 2 items dont je vous parlais, le niveau d'implication. Là, on voit que dans l'implication, on est dans la zone d'insatisfaction ou dans la zone de moyenne satisfaction. Pour la qualification, en revanche, on est plutôt dans la zone de satisfaction. Donc, il y a un déséquilibre et c'est ce qui explique. Tout n'est pas dans la zone de satisfaction et on comprend comment est arrivée la boussole. Le bilan individuel, il se base sur l'implication et le bilan Intercalia, il se base sur l'implication et la qualification, mais pas que. Il se base aussi sur les activités qu'on exerce, et ça on y reviendra plus tard, avec la possibilité de mobiliser ses compétences et d'exercer les activités qu'on a envie d'exercer. Ici, il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que le rapport entre le niveau de qualification satisfaisant et le niveau d'implication insatisfaisant, on reconnaît la courbe du temps. Quand on prend un poste, au départ, on maîtrise pas son environnement de travail. Du coup, on se sent moins qualifié, mais très impliqué. Vous voyez le décalage entre le vert et le rouge. Et avec le temps, les deux vont s'équilibrer, puis peu à peu, on aura moins le cœur à l'ouvrage. Voilà. Et donc, le bilan Intercalia permet d'anticiper ce phénomène de désengagement quand on fait toujours le même travail et qu'on n'est plus aussi challengé. Donc là, c'était intéressant dans le cas. Ensuite, je vous parlais des activités exercées dans le cadre du travail. Alors, le bilan fournit un tableau qui se lit comme ça. Donc, on a la fréquence des activités exercées. Donc, plus on va vers la gauche, plus on exerce ces activités souvent. Et le niveau de compétences perçu. Alors là, la personne les a classées de son niveau de compétence moindre à un niveau de compétence le plus élevé, donc de bas en haut. Donc ça, c'est la manière dont on lit le tableau. On voit dans ce tableau les motivations primaires. Je vous disais que les motivations primaires étaient des activités pour lesquelles la personne était soit intéressée, soit compétente, soit les deux. Et là, elles apparaissent en gras, donc il y en a 6. Et parmi elles, on a des compétences clés qui sont des activités qui sont susceptibles de générer du flow si elle est suffisamment challengée. Alors, on a ensuite d'autres activités qui correspondent à des compétences, à des motivations primaires en maîtrise et en excitation. Donc là, ça veut dire que si on ajuste les choses en étant davantage challengé ou en gagnant en compétences, on pourra améliorer la situation de la personne. Voilà, donc là, c'est intéressant de s'attacher à ces motivations primaires, puisque ce sont elles qui contribuent à la satisfaction de la personne. On a ensuite les sources de pression. Le bilan va nous indiquer tout ce que la personne estime faire trop souvent. Et là, on voit qu'il y a 2 activités qu'elle estime faire trop souvent, voire beaucoup trop souvent. D'ailleurs, celle-ci, c'est vraiment problématique parce qu'elle génère de l'indifférence. Elle est pratiquée souvent. Indifférence souvent et elle exprime en plus elle-même qu'elle le fait beaucoup trop souvent. Donc là, vraiment, il y a une activité qui pose problème. Il y en a une autre qui pose problème. Ces 2 activités-là, elles génèrent de l'indifférence qui est l'exact opposé du flow. Elles sont exercées quand même modérément souvent. Donc là, il y a vraiment un gros point d'attention. On a aussi une autre activité qui apparaît en neutre en termes d'état émotionnel, mais qui est pour laquelle la personne estime qu'elle la pratique trop et qui en plus a une boussole tendance. Là, on a les boussoles principale, mais on a aussi la boussole tendance qui va vers l'indifférence. Donc voilà, on a encore d'autres activités qui sont source de pression. On a des activités qui sont source de frustration. Donc des activités que la personne aimerait exercer beaucoup plus souvent. Et là, en l'occurrence, celle-ci, elle est intéressante parce qu'en fait, elle fait partie des motivations primaires. Génère de l'excitation, donc ça veut dire qu'il suffirait de gagner en expérience et en compétences pour aller vers le flow. Et en plus, la personne exprime qu'elle l'exerce très insuffisamment. Donc c'est intéressant. Là, la première, c'est une motivation primaire, donc il faut y porter attention. Et puis, on a une autre, on en a une ou 2 autres d'ailleurs, pour lesquelles
personne estime qu'elle les pratique qu'elle les exerce insuffisamment. Voilà. Et on a ensuite des activités qui génèrent des émotions négatives. Tant qu'elles ne sont pas pratiquées souvent, il n'y a pas trop de soucis. On a parlé de celles qui étaient en neutre parce qu'elles généraient de l'indifférence en boussole tendance. Et voilà, on a parlé des autres. Voilà. Donc là, c'est important de porter attention à tout ça. Donc le bilan intercalaire va pointer tout ça et puis donner bien sûr un plan d'action pour savoir quelles actions envisager pour aller vers le flow en termes de formation, de niveau de challenge, etc. Donc, c'est un outil intéressant pour la personne et puis pour son manager. Il y a une autre possibilité, c'est d'avoir recours au bilan d'équipe. Dans une entreprise qui se maintient, vous avez 20% des personnes qui sont dans l'indifférence et 20% qui sont dans le flow. Et comme la loi de Pareto veut que 50% des causes, que 20% des causes produisent 80% des effets, voilà d'où vient l'absentéisme et d'où vient la productivité. Donc, ce serait intéressant d'augmenter les personnes en bonne santé émotionnelle et de réduire celles qui sont en mauvaise santé émotionnelle. Là, on gagnerait, on verrait l'absentéisme baisser et la productivité augmenter. Voilà. Alors, le bilan d'équipe, il se présente de la manière suivante. Alors, on a la boussole tendance globale sur la satisfaction au travail. On avait tout à l'heure pour une personne. Là, on a pour plusieurs personnes. À gauche, dans une entreprise en bonne santé émotionnelle, enfin, dont la majeure partie des salariés sont en bonne santé émotionnelle. Et puis, une entreprise où personne n'est dans le faux. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour que ça aille mieux. Alors, le bilan d'équipe donne la même chose que le bilan individuel, mais en compilation. Et du coup, tous les leviers qui sont à mobiliser pour faire en sorte que les choses soient bien réparties, qu'on mobilise les personnes, on permette aux personnes d'exercer des activités qu'elles ont envie d'exercer et pour lesquelles, en plus, elles vont être créatives, performantes, etc. Elles vont développer de nouvelles compétences. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, réduire les activités qui génèrent des états émotionnels négatifs. Alors, par exemple, là, ce sont les chiffres très bruts. Hein. Ici, dans ce cas, on a 89% des employés qui ne sont pas encore satisfaits. On a une inadéquation entre les compétences clés présentes et les activités les plus exercées. Et puis, dans le détail, on peut voir les compétences clés mobilisées, les activités souhaitées, le temps consacré à chacune d'elles. Et puis après, personne par personne, on a combien de personnes voudraient faire ça, combien voudraient le faire plus souvent, combien voudraient le faire moins souvent, etc. Parce qu'il n'y a pas que le fait d'être compétent, il y a aussi le fait d'être intéressé. Et dans ces cas-là, on pourrait envisager des formations. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses que le bilan d'équipe peut aussi identifier en termes de pilotage RH. Donc, répartition des tâches, recrutement, formation, stimulation en cas de nouveaux défis, promotion, etc. Voilà, donc, alors, il y a bien entendu beaucoup d'intérêt pour le bilan d'équipe dans plein de domaines, hein, santé, leadership, dotation, alors en fait, c'est plutôt sur le personnel, là, développement des employés, performance. Donc voilà, plusieurs intérêts, favoriser la créativité, l'innovation, responsabiliser, améliorer la qualité de vie, etc. Donc ça, je vous en ai parlé parce qu'en fait, c'est la même chose qu'au niveau du bilan individuel, mais il est particulièrement utile dans des situations difficiles, quand on a un taux d'absentéisme élevé, par exemple, quand on a un changement d'organisation, un turnover trop important ou un manque d'engagement et de motivation.